Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver une fois de plus sur les antennes de Renaissance Télévision pour ce énième numéro de l'émission Le Dimanche Politique. L'invité de ce dimanche s'appelle Mike Djoktan. C'est un leader religieux et acteur politique d'ailleurs au Gabon. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien, mais c'est mon plaisir. Alors, qui est Mike Djoktan d'entrée de jeu? Et je serai là à chaque fois que vous me solliciterez. Sans problème. Alors, on va commencer par la question de tout à l'heure. Qui est Monsieur Mike Djoktan? Une présentation sommaire. Hein. Mais déjà, je suis un compatriote. Je suis gabonais. Je suis marié. J'ai 4 enfants. J'ai commencé ma vie publique au Gabon en 1996, notamment dans la ville de Port-Gentil où j'ai exercé comme pasteur. J'ai prêché l'évangile dans toutes les grandes villes du Gabon, absolument toutes les provinces. J'ai prêché l'évangile dans plus de 60 pays dans le monde, dans le cadre de manifestations parfois très importantes. J'ai prêché parfois devant des foules supérieures à 60, 70 000 personnes, dans des stades. Depuis 2003, je suis évêque. Lorsque j'ai été fait évêque, j'étais le plus jeune évêque d'Afrique. J'ai occupé quelques fonctions. J'ai été conseiller personnel du président Omar Bongo, ensuite directeur de cabinet adjoint. Voilà. Vous étiez très jeune à l'époque. J'étais très jeune aussi. 2009, j'ai accompagné André Mbaobam dans les présidentielles de 2009. Je pense que c'est un secret pour personne. Tout le monde sait ce qui s'est passé, comment ça s'est terminé. J'ai été membre de l'Union nationale. En 2007, je suis devenu vice-président de ce parti de l'opposition. En 2017. En 2016. 16, oui. En 2017, vous avez démissionné. En 2000 années, j'ai démissionné. Et je suis aujourd'hui le président du Gabon Nouveau. D'accord. Un mouvement? Un parti. Un parti politique. Absolument. Déjà légalisé? Mais disons que nous sommes dans la procédure de légalisation. Le dossier, les documents sont déjà entre les mains du ministère de l'Intérieur. On préfère commencer par votre côté religieux et le point de vue, votre lecture sur la durée aujourd'hui de la fermeture des lieux de culte au Gabon suite à la lutte contre la pandémie du coronavirus qui sévit le monde et qui n'épargne d'ailleurs pas notre pays, le Gabon. Bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le coronavirus a fait son apparition dans le monde entier, il y a eu un vent de panique. Même les Occidentaux ne savaient pas comment réagir face à cet ennemi invisible. Et moi, je n'ai pas attendu que le gouvernement prenne des mesures. J'ai écrit en tant qu'évêque à tous les responsables des églises de Christ Révélation pour leur demander de suspendre les cultes. C'est la mesure conservatoire que j'ai prise parce que je considérais que si les gens se rassemblent pour prier, le but c'est qu'ils trouvent la vie et non pas la maladie qui ensuite pourra entraîner la mort. Donc ça c'était à la fin du mois de février, au début du mois de mars. Sauf que aujourd'hui, on a maintenant le recul nécessaire pour comprendre exactement c'est quoi ce virus, quelle est sa létalité, comment on le combat, comment ce virus se comporte. Et donc les données ont changé, ont évolué. Et il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des pays du monde, pour ne pas dire tous, ont déconfiné totalement. Et pour ce qui est spécifiquement de l'ouverture des lieux de culte, tous les pays, même ceux qui ont des populations beaucoup plus nombreuses que les nôtres et des structures sanitaires moins efficientes,
ont réouvert les lieux de culte. Donc, je pense que la situation du Gabon est anormale. C'est important aussi que vous sachiez que la Constitution reconnaît la séparation, en réalité, entre l'Église et l'État. Et l'Église s'administre de façon autonome, bien sûr dans le respect de l'ordre public, mais de façon autonome. Et j'ai le sentiment qu'il y a une intrusion de l'exécutif dans l'organisation intérieure des églises, et je trouve que c'est extrêmement grave. Est-ce que vous ne pouvez pas inscrire cette suspension des messes comme étant un cas de force majeure, bien que la Constitution prévoit autre chose? Mais c'est pour ça que j'ai indiqué qu'au début, lorsque le problème s'est présenté, parce que nous n'avions pas une connaissance suffisamment large du problème, je fais partie de ceux qui étaient d'accord avec la fermeture des lieux de culte. Mais sauf que la situation a évolué, okay, et il faut que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui évoluent, okay, avec les connaissances actuelles que nous avons. Et la situation sanitaire du Gabon aujourd'hui ne justifie pas que les églises restent fermées. Et un pays comme le nôtre a besoin de la prière, a besoin que Dieu soit invoqué. Et à titre simplement d'information, c'est d'ailleurs la position qu'a pris le président Donald Trump aux États-Unis. Il a demandé la réouverture de tous les lieux de culte, laissant l'appréciation à chaque leader d'église d'organiser cette ouverture ou pas, en disant la crise est forte, elle est majeure, nous avons besoin de prier et d'invoquer la grâce de Dieu sur nous. Ce type de réaction de gouvernants s'est aussi produite dans un pays comme la Tanzanie. Okay? Et je pense qu'on pourrait étudier ce qui se passe en Tanzanie. La pandémie du coronavirus ne fait pas plus de victimes en Tanzanie qu'au Gabon. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'on pourrait raisonnablement réouvrir les églises, qu'on ne serait pas dans l'irresponsabilité. Alors, on a vu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, faire le tour de certains lieux de culte. Est-ce que vous, dans votre organisation, il y a certains membres qui l'ont rencontré? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui se fait actuellement? Et qu'est-ce qu'on vous donne comme garantie? Est-ce qu'il y a déjà une date prévue? Bien, moi, j'ai fait partie des leaders de l'Église qui ont été reçus individuellement par le ministre de l'Intérieur. Et effectivement, lors de la tournée avec les éléments du COPIL, nous avons reçu dans nos locaux le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. Et quelle était la teneur de vos discussions? Eh bien, non, simplement, il voulait vérifier que nous étions capables d'organiser la reprise des cultes en maîtrisant toutes les règles de distanciation sociale, en utilisant tout ce que l'on nous demande d'utiliser, notamment les thermoflash, les gels hydroalcooliques, du moins créer les conditions pour que, sans mettre en danger la vie de nos fidèles, que nous puissions faire notre culte. Et donc nous avons démontré suffisamment que nous étions responsables et que nous étions capables de recevoir du public pour prier. Et d'ailleurs, que nous sommes capables de le faire mieux que les supermarchés, que les marchés et tous ces endroits qui, on vous aurait depuis compris. Plusieurs mois, que les bars, que les restaurants... Non, les bars sont fermés, Monsieur le Président. Mais il n'y a pas une date butoir qui a été fixée? Les bars ne sont pas fermés, contrairement à ce que vous dites. Officiellement, on sait que les bars sont fermés. Bon, en tout cas, vous avez fait un tour dans un bar? Vous avez vu un bar ouvert? C'est dans quel quartier à peu près, Monsieur le Président? Moi, je ne fréquente pas les bars. Okay, mais en roulant, circulant dans ma voiture, je vois régulièrement des lieux où il y a des... Vous avez des soupçons ou bien c'est des faits avérés? Non, non, je parle de faits avérés. Je pense que je ne suis pas le seul à le dire. Et c'est tant mieux. Comme nous sommes à la télévision, je pense que les Gabonais peuvent juger eux-mêmes.
de la vérité de ce que je dis, parce que tous ont un voisinage, et je pense que tous sont capables d'observer et de savoir la vérité de ce qu'ils voient ou ne voient pas. Alors, je parlais tout à l'heure de date butoir pour la réouverture des églises. Ça n'a pas été abordé avec Lambert Noël Mata? En fait, c'est un sujet qui avait été abordé avec l'ancien Premier ministre, et l'engagement que le gouvernement avait pris, c'était de réouvrir les lieux de culte avant la dernière semaine du mois de juillet. Il faut vous rappeler que les églises, dans un élan de colère, à cause de la façon dont ils avaient été traités. Parce que, vous savez, il y a eu crise sanitaire. On peut comprendre, effectivement, qu'il y a eu un vent de panique. Que le gouvernement ait pris ses responsabilités très rapidement et qu'ils aient fait des annonces. Mais ce gouvernement aurait pu et aurait dû appeler les acteurs majeurs de la société pour discuter avec elles, pour expliquer les choix qu'ils ont faits, pour solliciter leur contribution, simplement dans la conscientisation de toute la population gabonaise. Et ça ne s'est pas fait, et le comportement du gouvernement a été perçu, compris par le clergé, par les religieux, comme un manque de respect ou un manque de considération. Au sortir de cela, donc, les églises ont dit « nous ouvrons le 12 ». Et nous avons été reçus donc par les gouvernants, et dans le cadre de nos échanges, il n'était pas question pour nous de leur faire perdre la face. Donc on a accepté de composer. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement, par la voix de l'ancien Premier ministre, avait indiqué qu'avant la dernière semaine du mois de juillet, que les églises seraient réouvertes et qu'entre-temps, il fallait qu'il y ait des échanges. Il y a même une commission bipartite qui a été créée, tripartite, le COPIL, le gouvernement et les religieux, pour justement discuter de ces conditions. D'accord. Donc, les religieux ont rempli leur part du contrat. On attend maintenant que le gouvernement fasse la même chose. On dirait que vous êtes aujourd'hui, vous ne savez plus à quel sein se vouer, parce que lors de son discours à la nation du 16 août dernier, le président Ali Bongo Ondimba, d'ailleurs, avait mentionné cela en disant que les églises vont ouvrir prochainement, mais cela nécessiterait encore un peu de temps, sans pourtant donner une date butoir. Vous avez utilisé une expression volontairement religieuse, je suppose que c'est parce que vous parlez à l'évêque. Alors c'est l'évêque qui va vous répondre. Moi, je ne prie pas les saints, je prie Dieu. Donc j'essaie effectivement, dans une situation comme celle-ci, à qui m'adresser. Ensuite, je n'ai jamais confondu les choses, je n'ai jamais cru que ce gouvernement était composé de saints. Donc je ne suis pas surpris par ce qui se passe et par la façon dont les choses se passent. Ce que je dis simplement, c'est que quand on prend un engagement, il faut tenir ses engagements. Et aucun homme n'est plus grand que la parole qu'il donne et qu'il respecte. Donc j'interpelle le gouvernement pour qu'il fasse effectivement conformément à ce qu'ils ont promis. Et effectivement, il y a une déception grande à l'écoute du discours du président Ali Bongo le 16 août, parce qu'il aurait pu et il aurait dû ne pas traiter cette question avec légèreté, mais dire précisément que les cultes seront ouverts à telle date. Et ça aurait permis à chacun de se préparer. Là, vous allez faire comment ? J'insiste pour dire que tous les pays voisins, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville et même la RDC qui est un peu plus loin, tous ces pays-là ont réouvert la Côte d'Ivoire, les lieux de culte. Ok, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant là ? Puisque là, vous êtes sans solution. Personne ne parle de ce problème avec du concret. Vous allez faire comment ? Écoutez, moi, je suis solidaire du corps de Christ. Voilà. Et dès le départ, c'est ce que j'ai indiqué. J'ai indiqué que je ne ferai rien à titre individuel qui puisse mettre en difficulté l'unité du corps de Christ ou l'unité de la grande famille religieuse dans le Gabon. Donc, chaque fois qu'il y a des grandes concertations,
avec les leaders religieux, je participe, je donne mon avis, je considère que mon avis n'est pas dominant, ça veut dire que je n'ai pas à imposer mes vues à l'ensemble du Donc quand je dis vous, c'est-à-dire votre organisation de façon générale. Non, je vous réponds. D'accord. Je dis, moi, Mike Joktan, je n'ai pas à imposer mes vues, je partage mes vues, et puis on s'organise pour trouver un consensus. D'accord. Aujourd'hui, le consensus que nous avons, c'est de ne pas aller à l'affrontement. Okay? C'est le consensus que nous avons jusqu'à présent. Bon, ce consensus peut changer, okay? Mais pour l'instant, nous n'allons pas à l'affrontement, nous voulons être conciliants, nous voulons faire confiance que effectivement les raisons premières qui justifient la fermeture des églises sont des raisons sanitaires et que puisque ces raisons sanitaires sont en train d'être levées, okay, que les églises vont rouvrir très bientôt. D'accord. Maintenant, ce qui est important okay, de savoir, c'est que c'est comme un élastique okay, que les gouvernants ont entre les mains. Bon, ils peuvent s'amuser à tirer et à tirer et à tirer, okay, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le point de rupture. D'accord. Il ne faudrait pas okay, que l'élastique rompe. Alors, occasion pour nous d'aborder la page en rapport avec la politique dans cette émission. Monsieur Mike Joktan, vous êtes le président d'un mouvement, d'un parti politique appelé Gabon Nouveau. Alors, qu'est-ce que ce parti va apporter à la soixantaine de partis politiques qui existent déjà en République gabonaise? Est-ce que ce n'est pas un parti de trop? Alors, déjà, je veux dire quelque chose qui est important, c'est que nous nous appelons Gabon Nouveau. D'accord. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que nous ne sommes pas nostalgiques du Gabon d'hier. Nous ne pleurons pas les années de l'indépendance jusqu'à 2009. Nous ne sommes pas nostalgiques de ce Gabon. Nous ne sommes pas satisfaits du Gabon tel qu'il est aujourd'hui. Le Gabon est comment aujourd'hui? Le Gabon qu'on nous a présenté comme étant le Gabon émergent ne nous convient pas. Et donc nous aspirons au Gabon nouveau, donc à un Gabon différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors pour répondre à la question que vous posez, nous pensons qu'on ne peut pas continuer avec un pays dans lequel il y a une minorité de privilégiés et une majorité de gens qui vivent dans l'indignité. Voilà. Nous pensons qu'il est possible d'avoir un Gabon où il fait bon vivre pour tous. Le Gabon est un pays riche. Je pense que quand je le dis, c'est quasiment une lapalissade. C'est connu de tous les Gabonais et c'est connu de tous les pays qui observent la vie du Gabon. Mais c'est un pays qui est mal géré, une très mauvaise redistribution de la richesse collective. Donc nous pensons qu'il faut une meilleure gestion et de la mauvaise gestion, de la bonne gestion va découler une meilleure distribution pour le bien-être collectif. D'accord, mais vous ne dites rien de nouveau que ce qui a déjà été dit depuis 1980, depuis la fin de la conférence nationale de 1990. Les acteurs politiques, ils le disent, voilà, on veut un Gabon nouveau, il fait bon vivre, où les Gabonais vivent bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire de différent par rapport à vos prédécesseurs qui ont déjà tenu les mêmes propos? Ma responsabilité, ce n'est pas de dire le contraire de ce qui a été dit. D'accord. Si ce qui a été dit, c'est d'apporter un plus. Si ce qui a été dit correspond à un diagnostic clair et vrai. Mon problème, c'est après avoir dit... Qu'est-ce qu'on fait? C'est après avoir dit d'avoir l'opportunité de faire. D'accord. Et donc, quand nous créons un parti politique, c'est bien parce que nous sollicitons des Gabonais la capacité de faire. C'est tout. La capacité de faire, voilà. Le problème, c'est comment vous allez faire.
comment allez-vous faire? Parce qu'on a vu beaucoup de partis depuis la fin des élections présidentielles de 2016 qui ont vu le jour, mais aujourd'hui, ces partis n'existent que de nom. Vous, comment allez faire pour entrer dans la conscience collective? La question que vous posez est une question à laquelle je ne peux pas répondre en 2, 3, 4, 5 minutes. Vous avez quand même une vision, des perspectives. C'est justement là que nous allons. Justement. La question que vous posez, je ne peux pas y répondre en quelques minutes. Ce qui est clair, c'est que mon ambition pour le Gabon a commencé déjà à faire l'objet d'un certain nombre de publications. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, quotidiennement, je partage les valeurs qui sont les miennes, les principes qui sont les miens. Et sur la base de ces valeurs et de ces principes, nous allons adosser un programme économique, un programme politique. Et donc ça, nous allons le présenter aux Gabonais. Mais vous savez, la grosse difficulté, ce n'est pas seulement ce qu'on pense. La grosse difficulté, c'est ce qu'on a véritablement... Ce n'est pas véritablement ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on a véritablement envie de faire. Ceux qui me connaissent savent que je pense librement, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Vous êtes de l'opposition, de la majorité ou du centre? Puisqu'il y a une troisième voie qui se réclame être du centre. Vous vous situez où? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, il y a une majorité au pouvoir. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des pays. Et en face de la majorité au pouvoir, ceux qui ne sont pas donc, dans la majorité au pouvoir sont de l'opposition. Bon, au Gabon, c'est un peu particulier parce que c'est l'un des rares pays au monde où on a des gens qui se réclament de l'opposition, mais qui en même temps occupent des fonctions hautes avec la majorité au pouvoir. Ce n'est pas de la tétravalence que réclame Paul Mbabessol, le mode de gouvernance de Macron. C'est une grande contradiction. Pourquoi? On ne peut pas en même temps être de l'opposition et être de la majorité au pouvoir. Il est possible, dans des cas exceptionnels, qu'il y ait une cohabitation. Mais dans le cas d'une cohabitation, c'est chacun représentant les groupements auxquels il appartient. On a vu la cohabitation en France au moins 2 fois, et on a vu à l'époque comment il y avait des conflits, même publics, entre François Mitterrand et Jacques Chirac, parce que quand bien même ils géraient ensemble, ils géraient chacun revendiquant son appartenance à un groupe différent. Donc je veux répondre à votre question parce que c'est une question importante. C'est la question de mon positionnement. Donc je dis, il y a la majorité au pouvoir, je ne fais pas partie de la majorité au pouvoir. Donc a priori, on devrait me mettre dans l'opposition. Sauf que je ne suis pas non plus avec cette opposition. Cette opposition. Qui est composée de gens qui font des allers-retours entre... Vous parlez de qui exactement? Non mais laissez-moi finir, oui, allez-y. Permettez-moi. Allez-y. Donc je ne fais pas partie de cette opposition. Si je devais me définir, et qu'on me permettait d'expliquer profondément comment je me définis, je dirais je fais partie de l'autre opposition. Voilà. Donc il y a une majorité au pouvoir, il y a jusqu'à présent une opposition, et moi, je veux incarner l'autre opposition. Mais c'est trop d'acrobatie, hein? Parce que j'ai autre chose. D'accord. J'ai autre chose à présenter. C'est trop d'acrobatie, hein, quand on sait que dans tout processus démocratique, la majorité gouverne, l'opposition s'oppose. Il est plus facile pour vous de dire que vous êtes dans l'opposition que de dire l'autre opposition. Est-ce que ça complique la compréhension d'une catégorie de la population? Mais écoutez, moi je ne suis pas à la recherche de la facilité, je suis davantage à la recherche de la vérité. Et la vérité, c'est que je ne suis pas au centre. Parce que être au centre, c'est une posture qui te permet de naviguer d'un côté ou de l'autre. Ou de prendre des idées à l'un et prendre des idées à l'autre pour présenter quelque chose. Ce n'est pas ma situation. Je ne suis ni avec la majorité au pouvoir, ni avec cette opposition. Donc je suis de l'autre opposition. Et c'est comme cela que je voudrais être défini. Et je voudrais que ceux qui se reconnaissent comme moi, de l'autre opposition, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas, dans ce qui a été présenté à ce jour, je suis d'avis qu'ils me rejoignent. Vu que vous êtes
de l'opposition. Quels sont vos rapports avec certains partis? Je suis de l'autre opposition. Puisque vous êtes, on l'admet ainsi, de l'autre opposition, oui. Quels sont vos rapports avec certains partis politiques de l'opposition gabonaise, naturellement, notamment l'Union nationale, où vous avez été vice-président en 2016? Mais moi, j'aurais aimé que vous me posiez la question de façon plus large. Commencez d'abord par répondre de façon restreinte, et puis on va arriver au large. On va du particulier au général. Voilà, mais moi, j'aurais aimé que vous me posiez la question de façon plus large. Quels sont mes rapports avec tous les Gabonais? Bien, moi, je suis ouvert au dialogue. Je suis ouvert à la discussion avec tous les Gabonais, dans le respect, naturellement, de ce que je suis et aussi de ce qu'ils sont. Je n'ai aucune difficulté à discuter avec qui que ce soit, pour peu que le sujet qui soit traité soit effectivement un sujet d'intérêt général. Alors maintenant, puisqu'on est parti du général, vous avez posé la question de savoir quels sont mes rapports avec l'Union nationale. Non, avec certaines formations politiques de l'opposition. On peut parler du RPM, de Barreau Chambrier, l'Union nationale de Zachary Miboto, ou bien de la Coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping. Alors je vais vous répondre de façon très simple. Je parle avec tout le monde lorsque l'occasion m'est donnée et que les sujets traités sont d'intérêt général. Je n'ai aucune difficulté à ce niveau-là. Sauf que je ne renie pas mon identité et je ne renie pas non plus l'idée, la vision que je me fais de ce que le Gabon doit devenir. Alors, en 2017, vous avez pris part au dialogue inclusif et sans tabou initié par le président Ali Bongo Ondimba à Ngonje. Vos amis, vos compagnons de l'époque de l'Union nationale avaient fustigé cette démarche, estimant ainsi que rien de beau ne sortira de ce conclave. Est-ce que vous ne leur donnez pas raison aujourd'hui, puisque ce qu'ils critiquaient hier, c'est ce que vous, aujourd'hui, vous retombez dans la même situation, où concrètement, quand on sent le fond de votre pensée, on a l'impression que rien n'est sorti du dialogue d'Ngonje? Bon, vous savez, vous mélangez un peu les choses. Non, pas du tout. Parce que les questions que vous avez posées jusqu'à présent n'avaient aucun lien, ou en tout cas pas de lien direct, avec le dialogue inclusif d'Ngonje. Mais en ce qui concerne le dialogue inclusif d'Ngonje, moi j'ai des choses à dire. Et je pense que c'est important que les Gabonais sachent... C'est un dialogue du pouvoir, hein? C'est important que les Gabonais sachent la vérité. Ce dialogue est arrivé au sortir de la crise électorale de 2016. Nous savons que les choses se sont très très mal passées et où le Gabon aurait pu basculer dans un cycle de violence sans précédent. Bon. Les choses se sont très très mal passées en 2016 pour qui? Les choses se sont très très mal passées en 2016 pour l'opposition, qui a gagné l'élection, mais qui n'a pas pu prendre le pouvoir. Parce que le Gabon est l'un des rares pays au monde où gagner l'élection et prendre le pouvoir, c'est deux événements totalement distincts. Mais cette situation de 2016, est-ce que ce n'était pas la même situation que 2009? Est-ce que ce n'était pas la même situation que 98? Est-ce que ce n'était pas la même situation que 93? Moi, ma réponse à cette question, c'est oui. C'était les mêmes situations. Qu'avons-nous fait en 93? Qu'avons-nous fait en 98? Qu'avons-nous fait en 2009? Je dis, à un moment donné, il faut quand même tirer les leçons de l'histoire. Quelqu'un d'intelligent ne peut pas toujours refaire exactement la même chose et s'attendre à avoir des résultats différents. Pour ce qui me concerne, j'ai jugé en 2016 qu'il fallait sortir de la politique des postures qui ne produisent aucun résultat. Alors oui, le dialogue d'Ngonje aurait pu, d'abord ce n'était pas le dialogue d'Ali Bongo, parce que c'est un dialogue qui lui a été imposé aussi de l'extérieur. Ça veut dire que ceux qui ont observé la situation du Gabon, le Gabon n'est pas un pays qui est perché sur la Lune, le Gabon vit avec des voisins, le Gabon vit dans le concert des nations. Ceux qui ont observé ce qui s'est passé au Gabon ont jugé qu'il fallait absolument trouver un moyen d'apaisement. Et que le seul moyen d'apaiser, c'était que les gens se parlent pour définir ensemble ce qui devait arriver dans le temps. Donc, c'est de là qu'est venu l'idée du dialogue. Je ne crois pas que Ali Bongo s'est réveillé un matin
et que comme ça, il a décidé de lui-même qu'il allait faire un dialogue. Moi, j'ai été très proche d'André Mbobam. Nous avons demandé la conférence... On va y arriver tout à l'heure. Nous avons demandé la conférence nationale souveraine. Est-ce que nous l'avons obtenue? Le même Ali Bongo avait convoqué le Parlement, aussi bien le Sénat que l'Assemblée nationale, pour indiquer qu'il ne répondrait pas favorablement à cette demande. Donc, ce n'est pas que Ali Bongo s'est levé un matin, le président Ali Bongo, et qu'il a décidé comme ça qu'il va rassembler les Gabonais. Il l'a fait parce qu'il y avait des pressions à l'international. Et je fais partie de ceux qui pensent que si nous étions partis à ce dialogue, dans notre stature d'opposants, que nous aurions pu obtenir plus que ce qui a été obtenu. Vous savez, les démocraties ne se construisent pas en une journée. Et personne ne doit cracher sur les petites avancées démocratiques. Certaines démocraties, pour se construire, ça prend des siècles. Moi, je ne trouve pas négligeable, par exemple, que nous soyons parvenus à l'élection à 2 tours. C'est une avancée majeure. Je fais partie des gens avec lesquels on réfléchissait en 2016 pour préparer les élections. Et l'une des choses que nous avions et que nous regrettions fortement à l'époque, c'était que l'élection soit à un seul tour. Ça, au moins, nous l'avons obtenu. On peut dire merci au dialogue de Ngondje pour ça. Bon, il y a d'autres choses qu'on aurait pu obtenir. On aurait pu obtenir la limitation des mandats. On aurait pu obtenir la limitation du nombre de mandats. Mais moi, je vous dis que ça, nous l'aurions obtenu si nous étions plus forts dans ce dialogue. Si l'opposition était mieux représentée. Donc, à la fin, il ne faut pas s'en prendre à ceux qui sont partis. C'est une déception pour vous? Il ne faut pas s'en prendre à ceux qui sont partis et qui se sont battus pour l'avancée du Gabon. Il faut s'en prendre à ceux qui n'ont pas voulu mener le combat parce que certainement, ils n'avaient pas suffisamment confiance en eux. Moi, je suis parti au dialogue politique, au dialogue inclusif d'Ngondje. J'en suis ressorti exactement tel que j'y suis entré. Je suis ressorti de ce dialogue, je pense, qu'aucun Gabonais ne pourra dire que j'ai été nommé quelque part. Aucun Gabonais ne pourra dire que ma posture politique a diamétralement changé et que je me retrouve maintenant du côté de ceux qu'on considère être les oppresseurs. Je suis resté Mike Joktan. Je suis parti au dialogue parce que j'avais des choses à défendre pour le Gabon et je les ai défendues. Il y a des choses que j'aurais voulu obtenir que je n'ai pas obtenues, mais je pense que j'aurais pu les obtenir si nous avions une meilleure équipe. Voilà. Vous voulez envoyer pour jouer contre vous voulez envoyer une équipe pour jouer contre Barcelone. Ben vous choisissez les meilleurs éléments. Encore que Barcelone est faible aujourd'hui, on l'a vu, Monsieur le Président. Mais certains... Effectivement, ils sont en train de perdre Messi. Justement, certains de votre camp politique estiment aujourd'hui que le fait d'avoir pris part à ce dialogue d'Ngondje a dénaturé votre engagement pour l'alternance politique au Gabon. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est mal me connaître et puis c'est mal connaître le Gabon. Pourquoi est-ce que les gens qui pensent comme ça ne considéreraient pas que ceux qui ont passé 30 ans de leur vie au Gabon, 30 ans de leur vie dans le PDG et aux côtés de ce pouvoir, pourquoi ces 30 ans n'ont pas dénaturé leur volonté de changement aujourd'hui? Il faut qu'on soit raisonnable. La vie politique, c'est des choix. En 2016, j'ai fait un choix que j'assume pleinement. Je suis parti au dialogue parce que je ne voulais pas, du moins j'avais compris que 2016 serait exactement comme 2009, comme 98, comme oui. Voilà, et qu'il fallait que quelque chose soit fait différemment pour que 2023 ne soit pas comme 2016. D'accord. Donc je suis parti au dialogue comme quelqu'un qui ne regarde pas l'avenir dans un rétroviseur, mais qui veut regarder à demain. Et je veux rappeler qu'en 2016, 2017, j'étais dans la quarantaine. D'ailleurs, j'y suis encore. Donc, ma jeunesse me permet de m'engager dans un combat plus long. Peut-être que ceux qui, parce qu'ayant atteint un certain âge, ont besoin de tout ou rien maintenant. Moi, je suis sorti de la politique de tout ou rien maintenant. Je considère que le combat pour le Gabon est un combat qui mérite d'être mené
et que même si ça prend du temps, il faut le mener avec abnégation. C'est ce que je fais. Alors, en sillonnant un peu également les rues de la capitale gabonaise, il se dit aussi que les hommes, on reste aujourd'hui indécis face aux paroles des religieux, ceux depuis 1993, parce que les religieux ne vont pas toujours au bout de leurs engagements, de leur détermination politique. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans les mêmes travers avec Mike Djoktan aujourd'hui, quand on sait que ceux qui sont religieux comme vous et qui se sont engagés en politique, bon, sont un peu en perte de vitesse? En fait, vous faites référence à qui précisément? Parce que peut-être qu'on n'a pas exactement la même idée, okay, de l'histoire. En 1993, Paul Mbabessol est venu, il était religieux comme vous. Très exactement, il n'est pas arrivé au pouvoir parce que vous êtes leader d'un parti politique aujourd'hui. Quand on sait que la vocation d'un parti politique, c'est d'arriver, c'est de prendre le pouvoir. Vous êtes en train de conquérir le pouvoir. En 2009, Georges Bruno Ngoussi était candidat, estimant que c'est Dieu qui a demandé à ce qu'il soit candidat. Aujourd'hui, c'est vous, vous êtes en même temps politique et religieux. Est-ce que vous pensez que vous pouvez parvenir à arriver au palais du bord de mer? Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable. Vous ne pouvez pas comparer la candidature du père Mbabessol à celle du révérend Georges Bruno Ngoussi. Ils n'ont pas eu la même pénétration dans la société. Le père Mbabessol était porté par un parti qui était le parti qui était le premier parti de l'opposition à cette période, okay? Ce qui n'était pas le cas de Georges Bruno Ngoussi, qui est parti en tant qu'indépendant. Ils n'ont pas eu exactement les mêmes résultats. Maintenant, si pour vous, être sérieux dans son... Non, ce n'est pas un débat personnel, là. Non, mais je vous dis ce que j'entends, oui. Quand je dis vous, je parle de ceux qui posent la question. D'accord. Okay, si pour vous, okay, le sérieux d'un engagement se détermine par le résultat, je veux vous rappeler que si Père Mbabessol n'est pas devenu président du Gabon, c'est le cas aussi pour Pierre Mamboundou, c'est le cas aussi pour Amo, c'est le cas aussi pour Jean Ping. Okay? Donc, il faudrait que dans la réflexion, okay, que vous en teniez compte. Okay? Ce n'est simplement pas simple. Maintenant, est-ce que le fait d'être religieux signifie que... est-ce que le fait d'être religieux signifie qu'on n'est pas capable d'aller au bout de sa démarche? Moi, je réponds Gabonais, regardez-moi, et vous verrez. D'accord. Chers téléspectateurs, on prend une pause et on se retrouve juste derrière. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le dimanche politique. L'invité reste le même, Mike Djoktan, leader religieux et acteur politique. Il est le président du parti le Gabon Nouveau, c'est cela? Oui, Gabon Nouveau. Gabon Nouveau. Alors, Monsieur le Président, nous poursuivons en politique. Hein. Vous êtes, votre parti est implanté sur combien de provinces au Gabon? Est-ce que vous avez commencé l'implantation des structures de base? Bon, nous sommes un jeune parti. D'accord. Et vous êtes né quand? Nous sommes nés en 2019. D'accord. Hein, dans le courant du mois d'octobre. Nous sommes un jeune parti, nous sommes en phase d'implantation. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, nous avons des missions quasiment sur l'ensemble du territoire. J'ai des gens actuellement à Oyem, à Bitam, à Fougamou, à Moabi, dans le Moyen-Ogoué, à Port-Gentil. En fait, nous sommes vraiment dans cette phase, dans le Haut-Ogoué, Mwanda, Franceville. Donc, c'est un parti qui n'est pas un parti familial. Ah, vous êtes dans le Haut-Ogoué. C'est un parti qui n'est pas un parti provincial. D'accord. Okay? C'est un parti qui a une vocation nationale. Et naturellement, nous travaillons dur sur le terrain pour prendre pied partout où il y a des Gabonais. D'accord. Où se trouve la base politique de Mike Djoktan? Mais Mike Djoktan, il a des origines complexes. Mon père et ma mère sont du Moyen-Ogoué. Même si ma mère, politiquement, a toujours été rattachée à l'estuaire. Il se trouve que je suis presque né à Port-Gentil parce que je suis arrivé, j'avais 3 mois. Et j'ai grandi à Port-Gentil et c'est là que j'ai commencé ma vie professionnelle. Donc je me sens, en fait, j'ai un lien affectif particulier avec Port-Gentil, donc le Goué maritime.
Donc, voilà. Je vis à Libreville depuis très longtemps et c'est là que j'y ai mes activités, en fait principalement mes activités professionnelles. Donc voilà, je me sens... Mais si, parce que lors des élections à venir, ça peut être législative, présidentielle, il faut qu'on retrouve la base politique de Mike Djoktan. On vous trouve où, à Libreville, Lambaréné, Port-Gentil? Je viens de vous expliquer ce que sont mes origines. Vous n'avez pas encore choisi. On comprend vos origines. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis simplement, c'est que c'est ça mes origines, c'est ça mes zones d'affection, c'est faut dire comme ça. Mais je me sens gabonais et je me sens chez moi partout. Maintenant, quand je prévoyais, il y a quelques années, de me présenter aux élections législatives, c'était au 2e arrondissement de Port-Gentil que je comptais me présenter. Je dis, c'était il y a... ça peut changer aujourd'hui. Il y a de très nombreuses années. Ça peut changer aujourd'hui. Écoutez, vous savez, il y a des gens intelligents qui disent que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. D'accord. Voilà. Donc, non, en fait, je ne me refuse rien. Ce qui est clair, c'est que je vous ai expliqué le parcours qui est le mien, je vous ai expliqué ce que sont mes origines, et puis on verra. D'accord. La souveraineté, la culture, la moralisation et autres sont des concepts que vous développez, que vous expliquez en profondeur lors de vos différentes sorties sur le terrain. Occasion pour nous de revenir sur ces concepts, sur ce plateau. Pourquoi le choix de ces concepts? Alors déjà, la souveraineté culturelle, c'est majeur. Parce que pour être ce que nous sommes, c'est la conséquence d'un parcours, d'un vécu. Qu'est-ce qui rassemble un Gabonais avec un autre Gabonais? C'est notre histoire commune. Nous avons connu des victoires ensemble, nous avons connu des échecs ensemble. C'est ça qui finalement définit notre identité. Le fait que nous ayons vécu ensemble, nous avons déterminé les règles de notre vivre ensemble. D'accord. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle la culture. Bon. Aujourd'hui, quand vous allez en France, les Français sont jaloux de leur culture. Ils vous disent, respectez-nous dans ce que nous sommes. Nous sommes des Français. Et on vous explique quelles sont les valeurs qui sont attachées au fait d'être des Français. Bon, nous devons être fiers de dire nous sommes des Gabonais. Maintenant, puisque nous n'avons pas la même histoire que les Français, même si à un moment donné, nous nous sommes croisés, nous n'avons pas croisé que les Français, nous avons croisé aussi les Chinois. Puisque nous n'avons pas la même histoire que, nous n'avons pas toujours exactement les mêmes valeurs. Et donc l'idée de souveraineté culturelle, c'est que les valeurs qui sont adoptées par les Français en France ne peuvent pas nous être imposées. Parce que, dans l'absolu, nous ne sommes pas moins que ce que sont les Français. Donc c'est la souveraineté culturelle. Ensuite, effectivement, quand on comprend qu'on a une souveraineté culturelle, mais ça va se traduire un peu plus loin par ce qu'on appelle la souveraineté politique. Ça veut dire que le Gabon doit être capable de s'autodéterminer et de tracer lui-même les contours de ce que doit être son avenir en tant que nation, en tant que groupement de Gabonais. Donc c'est de cela qu'il est question. Maintenant, pour ce qui est de la moralité, bon, je comprends à l'observation qu'une des grandes difficultés que nous expérimentons au Gabon aujourd'hui, c'est le problème de moralité. Voyez-vous, par exemple, les dernières lois qui ont été prises récemment, que je considérais des lois liberticides, on pourra en parler tout à l'heure. Vous pouvez déjà même les évoquer. Alors, le problème de ces lois, en fait, il y a deux problèmes. Il y a le problème du contenu de ces lois. Comme je dis, ce sont des lois liberticides. La liberté du culte est remise en cause, la liberté des rassemblements politiques est remise en cause. Bon, le contenu, on peut ne pas être d'accord. Même cette fameuse loi sur la diffamation en ce qui concerne... ça devient compliqué, surtout pour vous les acteurs politiques. En ce qui concerne la contestation de l'affiliation ou de la nationalité de quelqu'un. On peut ne pas être d'accord avec le contenu. Et pour ma part, d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec la plupart de ces contenus. Mais le deuxième problème,
c'est l'immoralité qui caractérise ceux qui nous gouvernent et qui s'est manifestée dans la façon dont ces lois ont été prises. C'est assez grave ce que vous dites. Mais je le dis, et c'est important. Ça veut dire que non seulement il y a la loi, mais il y a comment le processus, le procédé par lequel ces lois ont été adoptées. Ces lois ont été adoptées en catimini, presque de façon frauduleuse, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Mais même la promulgation, ou je ne sais pas comment il faudrait dire ça, par la Cour constitutionnelle. Okay? Le traitement que la Cour constitutionnelle a fait des recours, okay? Avec les délais très courts qu'ils ont imposés aux Gabonais. Tout ça est profondément immoral. Et je dis, pour le Gabon auquel nous aspirons, il faut que ceux qui nous gouvernent fassent preuve de moralité. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Bon, pour des sujets aussi importants, il faut que le débat ait lieu. Dans le cas d'espèce, il n'y a pas eu de débat. Je peux considérer que les Gabonais ont été violés. Et ça, c'est immoral. C'est vous qui le dites. Mais j'assume. D'accord. Je le dis, je pense que c'est cela la vérité, et que parmi les pistes de solution pour notre pays, c'est rappeler tout le monde à plus de moralité. Alors, quand on va quand même, on questionne un peu, on interroge certains parlementaires qui disent que déjà, la dépénalisation, si on peut parler au fisc de cette loi, n'a pas été légalisée. Pourquoi aujourd'hui la classe politique s'enflamme quand on n'a pas parlé de légalisation? Il y a juste que la loi ne peut pas pénaliser quelque chose qui n'est pas reconnu, parce que l'homosexualité n'est pas reconnue dans le code pénal. Alors, je vais vous répondre de façon très simple. Aujourd'hui, il y a une liste qui a été publiée par France 24. Dans cette liste, on cite tous les pays qui ont dépénalisé l'homosexualité. C'est une vingtaine de pays dans le monde, voire un peu plus. Okay? Le Gabon est cité parmi ces pays. Donc, le monde qui regarde au Gabon comprend que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité. Okay? Maintenant, j'insiste pour dire que si c'est le fait majoritaire, parce que quand vous prenez un pays comme la France, okay, la dépénalisation de l'homosexualité répond au fait majoritaire. Ça veut dire que la grande majorité des Français disent qu'il faut dépénaliser l'homosexualité. Okay? Est-ce que c'est le cas au Gabon? Je dis, il aurait fallu que le débat soit posé et que, après que les gens aient discuté, que par les voies démocratiques et les voies légales, que l'on puisse adopter cette mesure. Moi, ce que je constate, c'est que la grande majorité sont choqués par ce qui vient d'être fait par le Sénat, l'Assemblée nationale, et confirmé par la Cour constitutionnelle. Peut-être une question d'interprétation ou de lecture des choses, comme je viens de le dire tout à l'heure. On a dit qu'on a dépénalisé, mais dépénalisation n'est pas légalisation. C'est quand même deux mots différents, monsieur le Président. Est-ce que vous avez pris le temps... Bon, vous savez, moi je ne suis pas juriste. Hein. Moi également, je suis journaliste, mais voilà, je suis quand même... Je lis beaucoup. Je ne suis pas juriste, mais je sais qu'à partir du moment où une loi traite d'un sujet, okay, elle légalise le sujet dans une certaine mesure. Et on n'a pas besoin de faire de très hautes études pour savoir ça. Le président de l'Assemblée, lors de la clôture de la session précédente, avait dit qu'aucun député n'a l'intention, pour l'instant, il a insisté, de légaliser l'homosexualité. Les archives existent. Est-ce que ce n'est pas un argument que vous êtes obligé de prendre en compte? Ben, écoutez, je sais lire, je sais écrire. Okay, exactement comme le président de l'Assemblée nationale. Okay, je comprends le français, je le parle depuis que je suis né. Je connais le sens et le poids des mots. Ce que je dis tout simplement, quelle que soit la façon dont vous voulez appeler ce qui vient de se passer, ce qui vient de se passer ne rencontre pas l'assentiment de la grande majorité des Gabonais. Et ce qui vient de se passer s'est passé en violation de la conscience collective
Ce qui vient de se passer s'est fait en catimini. Maintenant, si ceux qui sont pro-homosexuels, il y en a certainement dans le pays, okay? Si ceux qui sont pro-homosexuels considèrent qu'ils sont dans leur bon sens, mais que le débat soit posé, que les arguments soient présentés, qu'on prenne le temps de le faire. Moi, j'ai vu comment s'est passé le débat sur le mariage pour tous en France. Ça ne s'est pas fait en 2 semaines. Ça ne s'est pas fait en 1 semaine. On a quand même donné le temps à la société d'écouter les arguments de part et d'autre. Et puis, il y a eu un vote qui s'est fait en présence des médias, etc. Ce que nous disons, c'est que le Gabon ne peut pas continuer à être pris en otage par une minorité d'individus, parfois qui souffrent d'un défaut de légitimité. Et pour un sujet aussi important, qui touche à la vie de toute la société, il faut qu'entre Gabonais, on se respecte. Je dis, sur cette affaire-là, les Gabonais n'ont pas été respectés. Voilà. Et jusqu'à présent, vous ne m'avez pas posé la question de quelle est mon opinion. On va y arriver. Je vous laisse développer. Vous ne m'avez pas demandé quelle est mon opinion sur la loi telle qu'elle a été prise. On va y arriver. Mais on comprend déjà votre opinion à partir de votre développement. Non. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'il y a 2 problèmes. D'accord. Il y a le problème du contenu et il y a le problème du processus. D'accord. Pour arriver à la décision qui a été prise. Le processus a été immoral. C'est ça que moi je dis. D'accord. Le processus a été immoral. Et quelle déduction vous en faites? On arrive forcément. Et on devait forcément arriver par là. Quelle déduction? La déduction quelle déduction en faites-vous de tout ça, de tout ce processus et de l'adoption de cette loi sur la dépénalisation? En fait, ce qu'il faut me poser comme question, je pense, c'est qu'est-ce que je pense? Est-ce que je pense qu'on devrait prendre un homosexuel et le mettre en prison parce qu'il est homosexuel? Je pense que c'est ça. Ça c'est votre compréhension que vous voulez me poser. Mais la question, elle est très claire. Et si c'est ça la question, c'est ça la question, non, je ne pense pas que parce que quelqu'un est homosexuel, on doit le prendre et le jeter en prison. Et d'ailleurs, dans le vécu qui a été le nôtre jusqu'à présent, je ne me souviens pas dans l'histoire du Gabon que quelqu'un ait été jeté en prison parce qu'il était homosexuel. Vous les connaissez au Gabon? Il y a des homosexuels de toute façon. Vous les connaissez particulièrement? Pas personnellement. Personnellement? J'en connais certains qui se déclarent clairement homosexuels, mais je ne peux pas dire que je connais tous les homosexuels du Gabon. Non, pas tous. Ce n'est possible. Des individualités. Mais permettez-moi d'aller au bout de ce que je veux vous dire. Allez-y. Donc, la situation des homosexuels, jusqu'à présent, dans notre Gabon, ils n'ont jamais été stigmatisés. Personne ne vous dira « j'ai été jeté en prison parce que je suis homosexuel ». Pour ma part, je considère que cette question-là devait rester silencieuse parce qu'il ne faut pas toucher au fondement de la famille. Nous savons c'est quoi une famille. La constitution de notre pays nous dit c'est quoi une famille. La morale nous dit aussi comment on fait pour fonder une famille. Pour fonder une famille, il faut un père, il faut une mère, et ce sont ces deux-là qui font des enfants. Je considère que la cellule familiale devait, dans la façon dont l'État a traité cette question, la cellule familiale devait être protégée. Et elle était protégée par le silence. L'homosexualité est une pratique qui, si elle existe, et elle existe de fait, elle peut être pratiquée de façon privée dans le secret de sa chambre. Voilà mon opinion. Voilà votre opinion. Et ça devient un peu plus compliqué pour vous, acteurs politiques, quand on sait qu'en 2016, quand je dis vous, c'est-à-dire l'opposition de façon générale, a fortement contesté la nationalité du président de la République et que le nouveau code pénal actuel pénalise cela désormais et qu'on va désormais éviter ce type de débat à la longue, naturellement en 2023. Alors, c'est très bien que vous posiez la question, mais vous savez, il faut poser les questions de façon précise. Moi, Mike Joktan, je n'ai jamais fait de la question de la nationalité ou pas d'Ali Bongo
un débat politique. J'ai parlé de l'opposition de façon Je générale. n'ai jamais fait, non, mais c'est important, je ne peux pas être comptable. Okay, de quelque chose que vous n'avez pas fait. Voilà, et puis de tout ce que disent les opposants. D'accord, allez-y. Et je vous ai bien indiqué tout à l'heure qu'il y a l'opposition et l'autre opposition. Et l'autre opposition. Vous êtes de l'autre opposition. Mais même dans le cas de ceux qui seraient avec moi de l'autre opposition, chacun est quand même comptable de ce qu'il dit personnellement. Moi, je n'ai jamais fait de la question de la filiation d'Ali Bongo un fonds de commerce politique. Je sais ce que dit la Constitution. Et je suis effectivement pour que la Constitution soit appliquée. Pour tout le monde. Pour moi, pour Ali Bongo et pour tous les autres. Ceci étant, la loi qui vient d'être prise est aussi une loi immorale. Elle est immorale pourquoi? Parce que quand on prend une loi pour l'intérêt général. On ne fabrique pas une loi parce qu'on veut défendre les intérêts d'un individu. Le Gabon ne peut pas, ne doit pas et ne sera plus l'otage d'un gang, d'une clique, d'un groupement de personnes. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, effectivement, pour l'intérêt du Gabon, si ce problème devait se poser à nouveau, mais moi je n'aurais aucune difficulté à braver cette loi. Parce que je considère que quand la loi est inique, j'ai un devoir. J'ai un devoir de résistance et ça fait partie des droits fondamentaux qui sont accordés aux êtres humains. Vous accepterez d'aller en prison? Mais absolument. Je vais plus loin. Ce fameux article 221 qui remet en cause la liberté du culte, où l'on voudrait que ce soit le gouvernement qui décide de ce que nous prêchons dans nos églises. Je le dis vraiment à la face du Gabon, je lis le texte, mais il ne s'appliquera jamais à Mike Joktan. Lorsque dans le cadre de mes églises, disons des églises sur lesquelles Dieu m'a établi, je devrais annoncer le message de Dieu, je ne consulterai pas le gouvernement pour le faire. Je consulterai ce que dit ma Bible, je consulterai ce que Dieu me dit. D'accord. Et naturellement, je serai prêt dans ce contexte-là, comme ceux qui m'ont dévancé. Vous pensez que les Martin Luther King, les Nelson Mandela, le Mahatma Gandhi, ce n'étaient pas des gens intelligents? Si, mais... C'était des gens qui ont posé des actes responsables, en toute responsabilité, parce qu'à un certain moment donné, il faut être capable de résister pour que la vérité et pour que le bien collectif soit préservé. C'est dans cette dynamique-là que moi je m'inscris. Oui, justement, mais il a été remarqué, hein, ce n'est pas fortuit, ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, que beaucoup d'entre vous, certains leaders religieux, au lieu de prêcher l'évangile proprement dit, passent leur temps à faire prévaloir leurs opinions politiques et à inculquer ça dans la conscience des fidèles. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose à freiner? Mais moi, ce qui me dérange dans la façon dont vous posez votre question, c'est que vous semblez dire que les Gabonais sont des idiots. Non, parce que c'est ça que vous dites. Je ne l'ai pas dit. C'est peut-être votre entendement, Monsieur le Président. Vous semblez dire que les Gabonais sont des idiots qui manquent de discernement. Non, pas du tout. Et qui ne sont pas capables, à l'écoute d'un discours, de faire la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'accord. Moi, je suis désolé. Quand je vais à l'église le dimanche matin, je ne vais pas à l'église pour que le pasteur me répète ce que l'Union a écrit pendant toute la semaine dans les articles qu'ils ont publiés. Lorsque moi je vais à l'église, que ce soit ici ou au Gabon, je vais à l'église parce que je veux prier. Je vais à l'église parce que je veux entendre, dans une certaine mesure, Dieu me parler, Dieu parler à mon âme et à mon esprit. Si je vais à l'église et que je me rends compte que le pasteur utilise la chair pour dire autre chose que ce que Dieu dit, je n'irai plus dans cette église. D'accord. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation au Gabon où il y a une église qui a le monopole. Il y a suffisamment de lieux de culte pour que le chrétien qui va à l'église puisse dire « ici, je ne me sens pas bien. Je n'aime pas ce que le pasteur dit, je préfère aller là où ce que le pasteur dit rencontre les réalités de mon esprit. Et excusez-moi, ce n'est pas le rôle du gouvernement de définir c'est quoi l'évangile. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de définir quelle est la bonne façon de prier. Alors,
On vous aurait compris. On va deux dernières questions avant la fin de cette émission. Mike Djoktan, 2023, c'est dans 2 ans et demi. Serez-vous candidat à cette élection présidentielle? Écoutez, ça c'est la question que tout le monde me pose. Oui. Et je me demande pourquoi d'ailleurs tout le monde me pose cette question. Parce qu'on vous voit régulièrement sur le terrain. Je suis accusé de choses que je n'ai pas faites. Vous savez, d'abord, on ne peut pas être candidat à une élection présidentielle sans y avoir pensé et sans s'y être préparé. Celui qui y a pensé et qui s'y est préparé, il programme à quel moment il en fait l'annonce. Quand il en a fait l'annonce, ensuite, il y a un jour qui arrive où il fait le dépôt de candidature. Ce dépôt de candidature fait l'objet d'une étude par les instances appropriées qui ensuite le déclarent officiellement candidat. Permettez que ce processus-là se produisent. Vous m'avez reproché tout à l'heure de ne pas poser des questions clairement. Mais vous n'êtes pas clair dans vos réponses. On est aujourd'hui en 2020. D'accord. Le calendrier électoral, institutionnel, nous amène en 2023. Vous ne pensez pas que c'est un peu tôt et que ce n'est pas le moment de parler de cela? Monsieur le Président. Moi, aujourd'hui, oui. Ce que je fais, c'est que j'organise mes états-majors. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais à la rencontre des Gabonais parce que je veux bien les comprendre. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'essaye de jauger l'état du pays. Bien sûr que je me considère comme une alternative possible, mais si je dois être une alternative, je dois être une alternative pour le bien, pour le meilleur. D'accord. Ça nécessite une préparation. Le moment venu, je dirai ce que j'ai envie de faire. C'est pas aussi trop... Si je veux y aller, ou si dans le cadre de l'autre opposition, je veux soutenir quelqu'un. C'est pas aussi trop tôt, hein, quand on sait qu'en Afrique, il y a un proverbe qui dit que la nourriture du soir se prépare le matin, Monsieur le Président. Alors, nous sommes en 2020, 2023 se prépare en 2020. Toute dernière question, hein, il se dit aujourd'hui que vous serez le fils d'Omar Bongo Ondimba. Par conséquent, vous serez le frère, le demi-frère de l'actuel président de la République, Ali Bongo Ondimba. Dites-nous un peu la vérité. Est-ce que vous êtes vraiment le fils d'Omar Bongo? Je connais bien Omar Bongo Ondimba. J'ai été son conseiller, son directeur de cabinet. Je connais bien le président Ali, avec qui j'ai eu plusieurs fois et même de très nombreuses fois des échanges dans le passé. Mais je ne suis pas son frère de sang et je ne suis pas le fils biologique d'Omar Bongo. D'ailleurs, vous m'avez reçu dans cette émission, vous m'avez appelé par mon nom. Vous m'avez appelé Mike Djoktan. Djoktan, c'est mon nom de famille, c'est le nom de mon père, c'est le nom de mon grand-père, c'est le nom de mes frères et de mes sœurs. C'est un nom qui appartient à une famille. Les membres de cette famille me reconnaissent comme faisant partie des leurs. D'accord. Je pense que sur ce coup, ma réponse est très claire. Très claire. Vous regardez cette caméra en face de vous avant la fin de cette émission et vous vous adressez à vos militants qui vous regardent, mais sinon au peuple gabonais. En quelques secondes. Vivre, c'est choisir. Et pour réussir, il faut choisir. Je pense que nous sommes dans une période particulière où nous devons décider de ce que nous voulons pour maintenant et pour demain. J'ai une offre que je présente quotidiennement à tous les Gabonais. Je vous invite à me rejoindre pour construire le Gabon nouveau. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. L'émission, c'est le Dimanche Politique. L'invité sur ce plateau, c'était bel et bien sûr M. Mike Djoktan. Il est leader religieux et acteur politique. Il est le président du parti Gabon Nouveau. Monsieur le Président, une fois de plus, merci d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir pour toujours parler du Gabon qui nous unit et qui est plus fort que vos divergences politiques entre vous, l'autre opposition, votre opposition, la majorité, le centre et les religieux. En réalité, moi, je ne suis en divergence avec personne. D'accord. Je présente ce que je considère être le meilleur pour tous les Gabonais. Et je me définis non pas comme un diviseur, mais comme un rassembleur. D'accord. Mais pour rassembler, il faut exprimer des pensées et des idées claires. Et c'est ce que j'essaye de faire quotidiennement. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité. Bonsoir.